Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les trois principaux titres de ce vendredi. Au Tchad, le pouvoir et l'opposition se rejettent la responsabilité des violences qui ont eu lieu dans la capitale hier et causé une cinquantaine de morts et 300 blessés. Un couvre-feu a été annoncé dans 4 villes de 18h à 6h du matin jusqu'au retour total de l'ordre ainsi que des poursuites judiciaires. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré est aujourd'hui investi président de la transition burkinabé. Il est le nouvel homme fort du Burkina Faso, celui qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 30 septembre dernier. Pénurie de carburant en France, un retour progressif à la normale est prévu ces jours-ci. Selon les régions, à la veille des vacances scolaires, donc, les stations-service vont donc pouvoir se réapprovisionner. C'était une journée meurtrière hier au Tchad lors de manifestations appelées par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby. Il y a eu des dizaines de morts, des civils tués par balles. Les bilans avancés par les uns et les autres divergent. En fin de journée, hier, le Premier ministre Saleh Kebzabo a évoqué une cinquantaine de morts et 300 blessés. Plus d'explications avec Emeric Touwénian. À N'Djamena, la capitale, à Moundou, la deuxième ville du pays, ou encore à Doba et Koumra, des centaines de manifestants ont investi les rues pour demander la fin de la transition au Tchad. Tout est parti d'un appel de l'opposition à protester contre la prolongation de la transition dans le pays et le maintien du général Mahamat Idriss Déby au pouvoir. Mais ces manifestations préalablement interdites par les autorités ont tourné à l'affrontement entre les protestataires et les forces de l'ordre. Bilan, au moins une cinquantaine de morts et des centaines de blessés, selon le gouvernement qui pointe la responsabilité de l'opposition. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Du côté de l'opposition, Sucès Nasra, président des transformateurs, l'un des partis qui ont appelé à manifester, accuse lui le pouvoir de vouloir installer une dynastie avec le sang du peuple tchadien. Nous sommes en train de nous battre pour la démocratie en toute responsabilité en ayant appelé à une marche pacifique et c'est des militaires ordonnés par le général Mahamat qui sont venus abattre 70 personnes en pleine capitale devant le monde entier. Nous nous battons pour la vraie démocratie parce que jamais les Tchadiens n'ont choisi leurs dirigeants et nous allons mettre fin, 1, à la dictature, 2, à la dynastie. Voilà le choix que les Tchadiens font, ça va nous coûter ce que ça va coûter. Pour le gouvernement, les manifestations organisées par l'opposition dans plusieurs villes du pays jeudi n'avaient rien de pacifique. Très tôt la nuit dernière, ils se sont répartis en petits groupes armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lance-pierres. Leur technique éprouvée, acquise par plus de 1500 jeunes lors d'une récente formation à la guérilla urbaine, était une mobilité constante et rapide après chaque coup perpétré. Les autorités ont diligenté une enquête qui pourrait aboutir à l'interpellation des responsables des partis politiques et mouvements de la société civile, initiateurs de ces manifestations. Un couvre-feu a été décrété de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement total de l'ordre dans la capitale et les 3 autres villes du pays, théâtre des affrontements meurtriers du jeudi. Par ailleurs, un arrêté du ministre de l'administration territoriale suspend pour 3 mois les activités des partis d'opposition et mouvements de la société civile, initiateurs de ces marches de protestation, à savoir les transformateurs et la coalition Wakitama. Et ces manifestations au Tchad ont provoqué de nombreuses réactions et condamnations. L'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies se sont exprimées à ce sujet. Les détails avec Mathieu Nicolas. À peine 24 heures après les manifestations, parmi les plus meurtrières de l'histoire du Tchad, les réactions s'accumulent. La communauté internationale s'insurge et déplore les violences de jeudi. L'ONU réclame une enquête sur les morts. Nous sommes préoccupés par la violence observée aujourd'hui,
lors des manifestations au Tchad. Ces manifestations auraient fait des morts et des blessés. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que la sécurité, la sûreté et les droits de l'homme de tous les Tchadiens, y compris le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association soient respectés. Nous appelons également tous les partis à s'abstenir de toute violence ou de tout usage excessif de la force et à maintenir une volonté de dialogue afin d'assurer la paix et la stabilité dans le pays. L'Union africaine et l'Union européenne condamnent aussi fermement la répression des manifestations. L'instance africaine appelle au respect des vies humaines et des biens. Quant à sa consoeur européenne, elle regrette les graves atteintes aux libertés d'expression et de manifestation qui fragilisent le processus de transition en cours. Partenaire clé du Tchad, la France, elle aussi, a affiché son exaspération. Des violences sont survenues ce matin au Tchad, avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne. En plus de condamner ces violences, Paris a aussi démenti toute implication dans les échauffourées, rappelant au passage que ces événements regrettables relèvent de la politique intérieure du Tchad. En Guinée également, des manifestations contre la junte militaire ont éclaté hier à Conakry, la capitale. On compte 3 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Une salve d'arrestations a eu lieu selon les organisateurs. Ces manifestations viennent de l'opposition qui accuse la junte de confisquer le pouvoir et de faire taire toute voix discordante à coup d'arrestation de leaders politiques ou de la société civile et d'enquêtes judiciaires. Plus d'explications avec Soukaina Askali. À Conakry, forces de l'ordre et manifestants se sont affrontés entre mercredi et jeudi, après un appel à manifester lancé par le Front National pour la défense de la Constitution. En tête des revendications, un retour rapide des civils à la tête du pays, ainsi que la libération des prisonniers détenus selon le FNDC pour des raisons politiques. Nous avons voulu avoir une manifestation du rond-point de la Tannerie pour l'esplanade du Palais du Peuple et ça nous a pas été permis. Il y a eu un déploiement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et au-delà de ces forces de défense et de sécurité, il y a eu un renfort également de l'armée, notamment les unités du bataillon des troupes aéroportées Bata. Plusieurs quartiers et grands axes de la capitale Conakry ont donc été le théâtre d'affrontements. Cette manifestation, qui se voulait pacifique, a tourné à de violents heurts. Au total, une vingtaine de personnes ont été blessées et 3 manifestants ont perdu la vie. Les unités d'élite qui devraient être déployées sur des terrains de guerre sont déployées aujourd'hui pour maintenir l'ordre dans la cité. Et malheureusement, ces unités font usage des armes à feu. Et vous voyez qu'à date, nous avons au moins 6 personnes qui sont blessées et dont l'un dans un état très critique et qui a reçu une balle dans l'abdomen et qui a perdu énormément de sang. Et nous espérons qu'il sera sauvé par les médecins. Le FNDC avait été à l'origine de manifestations les 28 et 29 juillet, le 17 août et les 5 et 6 septembre. 5 personnes avaient été tuées. Ces heurts interviennent alors qu'en parallèle, une mission de la CEDEAO séjourne dans le pays pour évaluer le processus de transition. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 30 septembre dernier, est investi ce vendredi président de transition. C'est ce qu'avait annoncé mercredi dernier le Conseil constitutionnel. Il a été désigné vendredi dernier le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales par des assises nationales, rassemblant les forces vives du pays. Une page d'écologie maintenant. Le Kenya travaille dans le sens de l'énergie propre et inaugure un nouveau bus électrique. C'est une société de transport écologique basée à Nairobi qui vient de dévoiler son nouveau moyen de transport 100% écologique. Ses inventeurs espèrent encourager les trajets domicile-travail plus respectueux de l'environnement dans une ville où les gaz d'échappement polluants contribuent à une forte pollution, comme vous allez le voir tout de suite avec Valentine Exantus. Couleur vive accompagnée de l'inscription « L'avenir de l'Afrique est électrique ». Ce nouveau bus a été inauguré mercredi à Nairobi, la capitale du Kenya. Créé par la société de transport écologique Roam, basée à Nairobi, il est entièrement électrique. Les constructeurs espèrent encourager des trajets plus respectueux de l'environnement dans une ville où les gaz d'échappement polluants contribuent à une forte pollution. Le plus important,
c'est qu'il s'agit d'un bus électrique et que c'est le premier bus électrique de transport en commun au Kenya que nous avons conçu l'année dernière et co-fabriqué avec un partenaire mondial. Il s'agit donc d'une évolution vers de meilleurs transports publics où les gens peuvent voyager dans le confort et profiter du trajet en ayant la conscience tranquille, car nous parlons d'émissions zéro. Longtemps considérée comme la ville verte sous le soleil, Nairobi ne dispose pas d'un réseau de transport public. Mais dans cette ville de près de 5 millions d'habitants, 45% de l'empreinte des émissions proviennent du secteur des transports. Avec ce bus électrique de 77 places, une première étape est franchie. Ce bus est en quelque sorte un voyage que nous avons entamé parce que nous avons constaté qu'il était nécessaire d'apporter quelque chose de différent dans le secteur des transports publics, non seulement en matière d'émissions zéro, mais aussi en matière de mobilité inclusive ou de transport public inclusif. Ce véhicule doté d'une autonomie de 360 km peut rouler jusqu'à 70 km/h. Et d'ici 2023, l'entreprise de mobilité verte prévoit de produire 100 bus électriques identiques. Ce projet électrique est en adéquation avec la stratégie du Kenya contre les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est la réduction des émissions de CO2 de 32% d'ici 2030. Direction le Ghana maintenant, où les commerçants ont décidé de fermer leurs boutiques en guise de protestation contre une inflation record. Le pays est aujourd'hui accablé par une très lourde dette. Le Ghana a enregistré en septembre dernier une inflation historique de 37%, tandis que la monnaie locale, le cedi, s'est effondrée par rapport au dollar américain. Les explications avec Soukaina Skali. Rideau de fer baissé, cette rue commerçante de la capitale ghanéenne Accra est calme. C'est le deuxième jour déjà que les habitants font grève en raison de l'inflation record. Les prix et les droits de douane ont augmenté en raison de la dépréciation du cedi et de l'appréciation du dollar. Les importateurs ont donc eu du mal à importer des articles en raison de l'augmentation des droits de douane et les clients ne fréquentent plus les magasins. Dans le quartier des affaires et de pièces détachées de véhicules habituellement paralysés par les embouteillages, seuls les vendeurs de nourriture ambulante sont visibles. Pour le syndicat des commerçants, cette grève sert à envoyer un signal fort au gouvernement. Le gouvernement devrait donc mettre en œuvre des politiques qui permettront à nos entreprises de se développer tout en examinant d'autres solutions pour faire croître l'économie. Si le gouvernement fait croître l'économie et que nos entreprises se développent, il n'y aura pas tous ces problèmes. Accablé par une lourde dette, le Ghana a enregistré en septembre une inflation historique de 37%. En parallèle, la valeur de la monnaie a chuté. Nous avons actuellement des problèmes avec la dépréciation du cedi. Le cedi perd de sa valeur, ce qui signifie que nous perdons aussi du capital. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est critiqué pour sa gestion économique du pays depuis qu'il a entamé des discussions avec le FMI au sujet d'un prêt de 3 milliards de dollars destiné à consolider les finances publiques. Place au reste de l'actualité internationale, commentée aujourd'hui par Noël Ndong et Lorraine Mabou. Au moins 150 personnes ont été tuées mercredi et jeudi dans le sud du Soudan. Au Royaume-Uni, 3 députés pourront être candidats à la succession de Liz Truss. Enfin, en Ukraine, des bombardements de Kiev sur des évacuations font 4 morts à Kherson. Au Soudan, au moins 150 personnes ont été tuées mercredi et jeudi dans le sud du pays. C'est la conséquence des affrontements entre tribus rivales dans l'état du Nil bleu. Les heurts tribaux sont régulièrement émaillés d'incendies de maisons et de magasins. La mission de l'ONU au Soudan n'a pas caché sa grave inquiétude au sujet de l'escalade des violences. Elle a appelé les autorités à s'attaquer aux racines du problème et à garantir le droit des habitants à la sécurité. Jeudi, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre les violences et exiger le départ du gouverneur, jugé incapable de les protéger des violences.
Au Royaume-Uni, le futur chef du gouvernement sera désigné d'ici le 28 octobre à l'issue d'une élection interne au Parti conservateur. La guerre de succession ouverte à la suite de la démission de Liz Truss jeudi devrait finalement se jouer entre 3 candidats. 3 députés conservateurs qui pourront officiellement briguer le poste de Premier ministre britannique avant d'être départagés par les députés selon des règles présentées jeudi par le Parti conservateur. Les députés devront soit se mettre d'accord sur 2 noms que les 170 000 adhérents du parti devront départager, soit sur un seul nom qui serait immédiatement Premier ministre. Tout reste ouvert, y compris pour Boris Johnson, l'ancien Premier ministre dont le nom revient régulièrement. Les forces pro-russes de Kherson en Ukraine ont accusé ce vendredi Kiev d'avoir tué 4 personnes en bombardant le pont Antonovsky. Ce pont relie les rives nord et sud du fleuve Dnipro, utilisé pour des évacuations. Moscou a indiqué que Kiev a tiré 12 roquettes de longue portée sur un point de passage de civils près du pont Antonovsky et que la défense anti-aérienne russe en avait abattu 11. Kiev qualifie de déportation l'ordre d'évacuation de Moscou. Politique en France, la première ministre Elisabeth Borne a engagé de nouveau jeudi à l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur la partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale au moyen de l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption du texte sans vote. C'est la deuxième fois en 2 jours que le gouvernement d'Elisabeth Borne engage sa responsabilité après un premier 49.3 mercredi sur la première partie du projet du budget pour 2023. Écoutez la Première ministre. Alors que les discussions sur la 3e partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale commencent, nous ne pouvons pas prendre le risque d'un nouveau rejet ou d'un texte de nouveau dénaturé. Nous avons besoin de cette 3e partie du PLFSS. Sans elle, nous ne pourrions garantir les ressources de la sécurité sociale. Sans elle, nous ne pourrions poursuivre le débat sur la partie 4 du texte qui porte des réformes majeures en matière de prévention, de santé, de politique familiale ou d'autonomie. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la 3e partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Les 27 se sont mis d'accord pour favoriser les achats en commun de gaz à l'échelle de l'Union européenne. Et il aura fallu 11 heures d'âpres tractations pour que les dirigeants des 27 de l'Union tombent d'accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur une feuille de route visant à mettre en place des mesures destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie. La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont provoqué un choc sur les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité. Même si le bloc a voulu présenter un front uni, de nombreux points restent encore à trancher et les négociations des prochaines semaines s'annoncent difficiles. Je vous propose d'écouter Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ainsi qu'Emmanuel Macron, le président français. Nous avons l'intention de mettre à disposition jusqu'à 40 milliards d'euros de fonds encore disponibles du précédent CFP, ce qui permettra aux États membres d'aider les personnes les plus touchées par la crise énergétique, qu'il s'agisse des ménages vulnérables ou des PME. Mais il faut en effet aider davantage les petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes industries, à faire face à la crise énergétique. C'est vraiment fin octobre, début novembre que nous aurons ces mécanismes qui pourront être explicités et donc mis en œuvre. Et en particulier pour le signal et les mécanismes de corridor de prix sur le gaz et les mécanismes de solidarité financière, je crois qu'on peut vraiment aller très vite maintenant sur la mise en œuvre. Et c'est bientôt la fin de la pénurie de carburant en France. Un retour progressif à la normale est prévu selon les régions. Mercredi déjà, le mouvement de grève avait été levé dans les raffineries Total Energy, sauf dans 2 sites. Et à la veille des vacances scolaires, les stations-service vont enfin pouvoir se réapprovisionner. Valentine Exantus. La crise de pénurie de carburant occasionnée par les grèves des employés de raffinerie prend un tout autre tournant. Grâce aux signatures d'accords des syndicats représentant la majorité des salariés.
Elisabeth Borne, qui a joué un rôle dans le dialogue entre syndicalistes et patrons de Total et ExxonMobil, constate l'évolution. Nous connaissons aujourd'hui une amélioration sensible de la situation. Dans les Hauts-de-France, le nombre de stations en rupture est passé de 55% à 18,5% ce matin. En Île-de-France, les produits pétroliers arrivent de nouveau. Nous devons relever le défi de la logistique et je peux vous assurer que les services de l'État sont mobilisés pour appuyer ces organisations. Un début de retour à la normale qu'on ne retrouve pas dans toutes les régions. Mercredi, une station sur 5 connaissait encore des difficultés. Un retard qui s'explique par la difficulté d'approvisionnement qui se fait par voie ferroviaire en Bourgogne-Franche-Comté, dans la région la plus touchée par la crise. L'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France, 2 autres régions en difficulté, font l'objet d'un afflux massif de clients dans les stations. J'y vais là où on me dit voilà, il y a de l'essence, j'ai fait tout le tour. Je termine à Montparnasse à 5h moins quart du matin bien sûr, et j'ai terminé à mettre le plein à 7h30. Alors de 2h du matin jusqu'à 7h30, et après je commence à faire 11 heures de travail. C'est vraiment une fatigue déjà physique, morale et tout. Après 3 semaines de blocage, la situation s'améliore progressivement. La mobilisation des grévistes des sites pétroliers de Total Énergie a commencé à s'essouffler. 3 des 5 sites de raffinerie du territoire français ont voté pour une levée de la grève à 2 jours des départs en vacances. Partons maintenant à la découverte de l'art contemporain africain, un art qui a le vent en poupe en ce moment et qui est célébré chaque année depuis 7 ans, lors de la foire ACA à Paris, au carreau du Temple, dans le quartier du Marais. La foire a ouvert ses portes ce matin. Nous étions hier à l'inauguration pour découvrir la richesse et la diversité des artistes venus des 4 coins de l'Afrique. Cette foire revendique aujourd'hui sa place sur le marché de l'art mondial. De nombreux collectionneurs étaient là, comme Samba Batili, ou même des présidents qui ont fait le déplacement, comme l'ex-président du Madagascar. Près d'une 40aine de galeries et plus de 130 artistes sont présents sur place, comme ce célèbre artiste malien, Abdoulaye Konaté. Écoutez-le. Le travail des artistes africains, ça commence à émerger. C'est dû aussi à tout le travail de la presse, le travail des galeries, des commissaires, des critiques d'art, mais aussi des mécènes. C'est tout cet ensemble-là, ajouté au travail de production des artistes, des jeunes artistes, qui font qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'émergence de cette production artistique sur le plan international. Donc une foire à ne rater sous aucun prétexte. Elle a lieu jusqu'à dimanche au carreau du Temple dans le Marais. Allez-y, je vous y encourage. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À très bientôt.